Vous m'avez vu, mais vous m'avez pas regardé. Bienvenue à tous, et oui, c'est le grand retour des OH Days avec ce premier webinaire consacré aux grands enjeux de la communication extérieure. Quelques semaines après le GPCE et à quelques jours de l'ouverture d'une nouvelle édition des Cannes Lions, nous allons parler création. Nous serons tous d'accord, l'affichage est l'exercice créatif par excellence. Un média qui ne craint pas les évolutions, toutes les évolutions et notamment technologique. N'est-ce pas Tanguy ? Absolument, Fouzia. Bonjour. On va voir comment les marques ont su tirer leur épingle du jeu et optimiser la créativité qui définit le média communication extérieure. Alors, avant de commencer, quelques données sur le média, les données d'investissement. Elles sont issues du BUMP sur l'année 2023. Comme vous le voyez, c'est un média qui est en forme, qui a repris des couleurs depuis le Covid, avec une progression soutenue d'une année sur l'autre. Vous le voyez, plus 5,2%. Et ce que vous ne voyez pas sur la slide, c'est que le recul par rapport à 2019 a totalement été effacé sur le premier trimestre 2024, puisqu'on est en croissance de 2,6%. Sur la slide suivante, on constate que tous les univers ont désormais retrouvé le chemin de la croissance. Et puis, enfin, c'est un média qui attire un très grand nombre d'annonceurs. Vous voyez, près de 9000. Seule la presse ou le digital font mieux, je pense. Et puis, puisqu'on est sur le digital, c'est le canal le plus dynamique. Le digital out of home est en progression de quasiment 30% depuis 2019. Et il recrute 25% de nouveaux annonceurs chaque année. Un média en forme et bien orienté. Si on regarde les prévisions des agences médias, d'ici 2026, le marché devrait progresser de près de 4%. Et Groupe M, je crois, a sorti ses prévisions en début de semaine. Et on est à 11,5% de croissance sur le OH au niveau mondial. Seul le retail média fait mieux. Alors, est-ce que la bonne santé de la communication extérieure a une incidence sur sa créativité ? Est-ce que les deux sont liés ? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec une première table ronde autour de Marie Costeux, présidente de Remind PhD, Philippe Boucheron, directeur général associé chargé de la création d'Australigad, et Nicolas Lévy, directeur du développement France du groupe Publicis. Bonjour, merci beaucoup tous les trois d'être présents ce matin pour parler d'un média que vous connaissez bien et que vous appréciez. Philippe, tu étais membre du jury du Grand Prix de la communication extérieure à Annecy en mars. Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux et nous dire quel est le niveau de la créativité en out of home ? La créativité se porte toujours bien. Après, je suis pas là pour... voilà, on aime parler des choses qui vont bien et pas des choses qui vont mal. Je trouve que c'est un média qui est hyper interactif. C'est pas moi qui le dis, mais l'affichage est le média préféré des Français. Il est au cœur de la cité. On peut jouer sur l'interactivité, sur l'actualité. Et moi, je vais parler du DOH, quelque chose qui m'intéresse énormément, parce que je trouve qu'il est sous-coté en France et surtout sous-utilisé. Je trouve qu'on peut se permettre de faire des opérations créatives. On peut parler via la data de ce qui concerne les Français. Et je trouve que pour l'instant, voilà, je ne me rappelle plus depuis combien de temps il existe exactement, mais en tout cas... Les premiers écrans, c'est 2008 en indoor, dans le métro. Ensuite, en 2014, on a eu les aéroports, les malls, et puis aujourd'hui, la rue. C'est assez récent, en réalité. Et voilà, je l'ai déjà dit, voilà, je pense que des belles opérations sur le DOH se comptent sur les doigts d'une main, quoi. Donc c'est quand même, pour un média qui existe depuis 2008, c'est quand même assez peu, quoi. Donc c'est quelque chose, voilà, qu'on a envie quand même de développer en tant que créatif, avec les médias, avec les régies médias, avec les afficheurs et surtout les annonceurs, quoi.
Marie, est-ce que tu partages ce point de vue sur l'état de la créativité en OH et DOH? Je suis tout à fait d'accord. En fait, moi, je trouve que enfin, l'affichage au sens large est vraiment un média qui est génial pour, pouvoir, accueillir des opérations d'envergure. C'est un média qui, peut vivre tout seul. Déjà, c'est pas donné à tous les médias. C'est un média aussi qui a la capacité de toucher des audiences hyper larges. Aujourd'hui, on parle du digital, comme espèce de réflexe quand on veut toucher des audiences jeunes. L'affichage est un média très efficace pour, adresser cette typologie d'audience et un public qui est vraiment touché en dehors d'un contexte type pandémie où c'était quand même très particulier, mais généralement tout le monde est exposé à de l'affichage, dans sa journée. Donc c'est hyper intéressant de pouvoir être ancré comme ça dans le quotidien de nos cibles. Et après pour rebondir sur le point du DOOH, je pense qu'effectivement, il y a tout un territoire encore à explorer d'un point de vue créatif. C'est un média qui est encore trop, enfin une partie du média qui est encore trop exploitée pour le complément que ça apporte par rapport à un dispositif d'affichage plutôt classique, du fait de son ancrage aujourd'hui dans une certaine typologie d'endroits. Et donc c'est pour ça que c'est très souvent utilisé uniquement pour cette partie-là, alors qu'on pourrait tout à fait imaginer des dispositifs ad hoc qui viennent héberger une créativité vraiment particulière sur ce média. Nicolas? Un grand fan d'affichage aussi. Pour moi, il a plusieurs vertus. La première, c'est qu'il oblige énormément à simplifier la pensée. C'est-à-dire qu'une affiche, une bonne affiche, doit être simple, elle doit être impactante. Elle oblige en stratégie et en création à se demander vraiment ce qu'on a à dire de plus important et à le dire de manière pertinente. Et aussi, ce qui est bien, c'est que c'est un des derniers médias, je trouve, qui est pas trop intrusif. Et il oblige, du coup, aussi bien en stratégie qu'en création, à vraiment se poser la question de la créativité pour exister. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne peut pas s'imposer sous les yeux des gens, on doit émerger créativement. Et après, je trouve que le paradoxe du DOH, toujours, qui est un médium hyper intéressant, c'est qu'en réalité, une bonne affiche n'a pas forcément besoin d'être animée pour être bonne. Une bonne affiche, par définition, elle fonctionne de manière immobile. Et du coup, on a envie de se dire que le DOH, ce n'est pas juste une manière d'animer les campagnes d'affichage, mais vraiment de penser autrement ce médium-là, comme du social media, comme des contenus, et du coup, vraiment comme un nouveau terrain de jeu à part entière. Parce que le problème de la créativité en DOH, en fait, c'est que c'est souvent de l'animation d'une affiche animée ou c'est une adaptation d'un film vidéo. C'est un peu ça le problème, Philippe? En fait, le problème avec le DOH, c'est qu'en fait, il arrive toujours en queue de comète par rapport à ce qu'on est briefé sur des campagnes. C'est-à-dire que les annonceurs, en fait, disent au dernier moment, via les régies médias, c'est pour ça que je trouve que ça serait bien de bosser en amont sur une campagne DOH avec eux. On nous dit, bah tiens, finalement, on a eu 30 DOH à Paris. Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, la création est déjà faite, le film est fini en général. On dit, on va pouvoir adapter ce qu'on a fait, quoi. Alors qu'en fait, on faudra faire de la pédagogie vis-à-vis des annonceurs en faisant une campagne typiquement liée au DOH, en fait. En disant, voilà, on a eu cette idée, en fait, avec la data, parce que je pense que vous avez tous les chiffres qu'il faut, on va dire, ça va pouvoir toucher potentiellement X personnes, et voilà, on fait la campagne typiquement DOH. C'est pas encore une fois ce que je viens de dire, que ça arrive en fin de création, quoi. Et c'est à 99,9% toujours le cas, en fait. Nicolas, l'innovation, alors quand je parle d'innovation, je parle de DOH, je parle maintenant d'écran 4K, d'écran 8K, d'effets 3D, d'effets de jaillissement qu'on peut faire. Il y a aussi de l'interactivité, de la réalité augmentée. Qu'est-ce qu'elle apporte, cette innovation, j'allais dire, dans la bataille de l'attention? Alors, comme souvent, quand on parle d'une création, l'innovation ne peut pas se substituer à une idée. Au départ, on ne peut pas se dire que l'innovation, c'est l'idée. On doit partir d'une bonne idée, et ce qui est intéressant, c'est de se dire, encore une fois, quand on briefe les créatifs, de leur dire, vous avez cette manière de vous exprimer un peu différente, un peu nouvelle, qu'est-ce que ça peut vous inspirer comme idée vraiment, vraiment inédite. Et j'ai l'impression que c'est plutôt comme ça que ça doit fonctionner. Mais j'allais dire, la bataille de l'attention, elle est en fait elle se joue sur l'écran qu'on a dans la poche. Oui, mais c'est le même sujet, c'est-à-dire que, évidemment, quand l'affichage a entre guillemets les mêmes armes que les mobiles qu'on a dans nos poches, on a l'impression qu'on peut rivaliser, mais il ne faut pas se dire qu'on va pouvoir, comme certaines communications mobiles, se contenter d'être technologique. Il ne faut pas oublier que c'est la créa qui fait la différence. Et que même si c'est super de pouvoir animer des images et qu'aujourd'hui l'attention des gens, forcément,
et plus facile à capter sur des images animées, encore une fois, ça ne peut pas être un substitut à une vraie bonne idée. C'est pour ça que je rebondis sur ce que tu disais, Nico, c'est sur l'interactivité. Pour moi, le DOH doit pratiquement être une ramification du téléphone. Le média affichage est tellement puissant, c'est-à-dire que c'est au cœur de la cité, comme j'ai dit précédemment, on peut toucher quand même des millions de gens. De se dire que voilà, si on fait une opération sur son téléphone qui puisse être vue sur des DOH par des gens qui n'ont pas forcément accès à un téléphone ou aux réseaux sociaux, ça peut être super, super bien. Là, vous avez dû le voir passer, il y a une opération qui a été faite en Espagne avec JC Deco sur Meet Marita Preto. C'est une petite mamie espagnole qui a 84 followers sur Instagram. En fait, c'est rien. Et en fait, ils ont démontré la puissance de l'affichage en mettant ses stories sur des DOH et sur de l'affichage classique. Mais sans rien mettre, c'est-à-dire que dans le métro de Madrid, on voyait les scènes où elle faisait de la cuisine pour ses petits-enfants, quand elle promenait son chien, etc. Et ça a créé une attention dingue. On s'est dit, qui est cette charmante mamie? Et elle est passée, je ne sais pas, j'ai pas les chiffres, mais en plus 20 000 followers. On va le voir quoi. juste après, puisqu'en fait, on la présentera avec Kantar Media. Qui nous super, mais en tout accompagne. cas, voilà, c'est pour dire que justement, en fait, on peut sortir du média, du mobile pour aller sur de l'affichage, en fait. Ça va de pair, en fait. Et alors, Marie, plus spécifiquement sur le DOH, en fait, on sait bien, hein, le out of home, c'est un mass média très puissant. Et est-ce qu'avec le DOH, on rajoute pas cette brique qui est la souplesse, qui est l'instantanéité Est-ce que les agences en sont emparées de ces possibilités de temporalité quasiment en temps réel? Alors, je pense qu'on pourrait aller plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des réflexes d'instantanéité qui sont beaucoup plus liés au digital, alors que potentiellement, le digital, il y a tout un process beaucoup plus complexe à mettre en place, puisqu'aujourd'hui, en plus, on traque énormément de choses. Et je pense qu'on pourrait introduire beaucoup plus derrière de flexibilité dans la manière dont on envisage le DOH et de se dire que ça peut être une prolongation. Effectivement, c'est un super bon point. On en avait discuté, une prolongation de ce qu'on peut envisager en social media, une prolongation aussi de visibilité, au même titre qu'on joue en community management. Je pense qu'il y a un vrai jeu à effectuer là-dessus. Et ça, la pédagogie, c'est pour ça que vous devez la faire aussi. C'est-à-dire que le DOH peut être dégainé en 2 heures, en fait. Parce qu'à chaque fois, sur les plans médias, on dit ça prend beaucoup de temps, on va mettre 2 semaines, etc. De dire à un moment donné, sur le DOH, quand il y a des emplacements libres, c'est pas non plus techniquement trop difficile. Si on a des images, si on a des messages qui jouent avec l'actualité, ça peut être fait ultra rapidement, en fait. Donc ça, il y a cette pédagogie aussi à faire avec les agences. Toutes les agences ne sont pas au fait. Et surtout, avec les annonceurs. En disant que c'est pas une putain d'usine à gaz, quoi. Et qu'on peut faire ça ultra rapidement. Donc l'interactivité, toujours pareil, on y reviendra toujours, hein, ça peut être fait très très rapidement en fait. Avec aussi la question de la responsabilité, c'est-à-dire que comme les campagnes doivent... on est sûr qu'elles ne poseront pas de problème, il peut y avoir quand même un petit délai. Oui, mais entre dire j'ai 2 semaines pour afficher et j'ai 3 heures, ça va aller quoi. Ouais. S'il y a une info, par exemple, voilà, là les élections législatives, c'était un vrai sujet, mais c'est vrai qu'on aurait pu jouer, on aurait pu jouer le soir de l'élection, voire le lendemain en fait. Un laps de temps encore une fois, ce que je disais, entre une matinée et 2 semaines, c'est pas la même chose, quoi. On est dans le cœur des Français et de ce qui se passe, en fait. C'est ça aussi le média affichage aussi. C'est-à-dire être au cœur de la cité, comme j'ai dit au début. Nicolas, tu partages ce point de vue, toi qui parles de social media? Ouais, complètement. Sur la pédagogie nécessaire à faire, notamment dans les agences créa, notamment auprès des créatifs, et notamment auprès des créatifs ou des équipes social media, qu'elles comprennent que le DOH peut être dégainé en réactif sur un fait d'actu, aussi simplement qu'on peut dégainer une story Insta ou un post, et notamment aussi faire comprendre aux annonceurs que il y a peut-être plus de pression quand on est incarné dans la rue sur un écran d'affichage, mais pour autant, les gens adorent les rebonds d'actu en créa, les gens adorent le réactif, les gens adorent sentir que les marques sont proches d'eux, au plus près de leurs préoccupations. Et c'est un super médium à être utile qui peut être utilisé non pas, encore une fois, comme je le disais, comme une extension de l'affichage, mais comme un écran social média qui est au cœur de la cité. Et c'est comme ça qu'on crée le dialogue entre ceux qui reçoivent le message et ceux qui l'émettent. Oui, c'est comme ça qu'on peut créer au moins des vrais chocs de proximité, d'incarnation des marques et de lien avec les préoccupations des gens. Et je pense qu'il ne faut pas oublier aussi un rôle éducatif qu'a l'affichage par définition, puisque
C'est un média qui permet d'expliquer des choses, de passer du temps dessus. Et on évoquait tout à l'heure l'attention. L'attention, je pense qu'il ne faut pas non plus le décorréler du message. C'est pas uniquement un hold-up technologique ou un hold-up d'innovation pure et dure. De rajouter la 3D, rajouter des surcouches comme ça techno, c'est pas forcément comme ça qu'on va réussir à faire une capture des audiences. C'est vraiment parce qu'on a un message, une créa qui va vraiment capter l'attention. Et je pense que c'est important de se dire que effectivement, de pouvoir transmettre des messages comme ça plutôt que dans un flux Twitter, enfin maintenant X. Est-ce que vraiment le message passe? Est-ce que vraiment ça questionne? Est-ce que vraiment ça appelle à la discussion? Je suis pas sûr. Aujourd'hui, effectivement, l'utiliser comme une plateforme d'initiation à un discours, à quelque chose qui est posé, qui est assumé, ça peut être une bonne façon aussi de voir le média aujourd'hui. En matière d'innovation, il y a aussi la data. La data, elle permet de faire beaucoup de choses. Elle permet de faire de la contextualisation, de la géolocalisation. On parlait aussi de cibler des catégories CSP particulières. Est-ce que il y a un bon exemple parce que chez Remind PhD, je crois que vous venez de sortir une campagne avec TBWA de Winamax. Elle est intéressante puisque c'est plus de 30 visuels principaux, mais qui sont diffusés dans 13 régions, 48 départements, 6 grandes villes, avec des messages très spécifiques. Comment est-ce que vous avez travaillé, Marie, sur ce sujet ? Alors, c'est vraiment issu d'une réflexion tripartite avec Winamax, TB et effectivement nous côté Remind PhD sur une approche qui était qui a voulu jouer avec un potentiel de réactivité de l'affichage classique pour être autour d'un contexte sportif qui va démarrer dans quelques jours. Dès demain avec le premier match de l'UEFA. Je crois que c'était vendredi. Mais, j'étais persuadé que c'était vendredi, qui démarre effectivement dès demain, avec un besoin, avec une volonté derrière de pouvoir s'inscrire aussi dans une communication assez classique qu'ont d'autres annonceurs sur le domaine du pari, à savoir des PMU par exemple, ou quand on va dans un lieu où on peut jouer au PMU. Généralement, on a cette petite affichette de ici, un joueur a gagné X euros en jouant au PMU, et de pouvoir contourner un petit peu cet empêchement qu'a Winamax de pouvoir apparaître là-dessus en se disant on peut aussi localiser ce message et ce discours en utilisant l'affichage et en étant très visible et en captant l'attention, ce que je pense qu'effectivement tout le monde l'a vu sur les derniers jours. Et la contextualisation, elle est hyper importante parce que c'est ce qui va parler aux gens dans la préoccupation. Moi, je trouve que le DOH, par exemple, dans les aéroports, il est hyper mal utilisé. On pourrait tout à fait faire, je sais pas, nous on a Club Med à l'agence, mais on aurait très bien pu faire une campagne où les gens se prennent en photo dans les Club Med et en fait, ils sont affichés à l'aéroport où ils vont arriver, quoi. Il y a des choses qui pourraient... je sais qu'il y avait Instagram qui avait lancé une campagne. On était sur le pitch à l'époque, dans ma précédente agence, il y a 10 ans. Et en fait, ce qui aurait pu être super aussi avec le DOH, c'est que les stories soient entièrement repluguées sur les DOH qui sont dans les lieux où les gens postent leurs stories, en fait. Ça permettait aussi de créer du contenu et de faire en partager avec les gens aussi. Donc c'est vrai que sur la data, c'est important parce que aussi, on peut créer des contenus intéressants et surtout la data permet aussi de pouvoir vendre des campagnes aux annonceurs. Donc c'est pour ça que je disais aussi qu'il faut arriver à bien les vendre en disant en fait le DOH, ça va pas juste être du gadget où on va pouvoir faire des choses qui vont être animées et jouer avec l'interactivité. C'est aussi potentiellement, vous allez toucher des gens et des gens qui peuvent intéresser les annonceurs. Donc ça peut pas se faire que du côté créa. C'est pour ça qu'il faut une pédagogie avec les agences médias et les annonceurs. Donc ça, je suis pas sûr encore que le travail, il soit, c'est compliqué, mais il soit encore assez bien fait là-dessus, quoi. Et on parle de Winamax, mais ça pourrait être intéressant avec les JO, avec d'avoir un rebond en direct avec des résultats sportifs, par exemple. Oui, parce je me rappelle, il y avait des DB il y a très très longtemps qui avaient fait justement, c'est quand ils avaient lancé leur signature Légende de sport, ils avaient fait juste après le 100 mètres, ils avaient fait le premier spot en fait où on avait le résultat de la course, etc. Mais là, c'est vrai qu'on pourrait jouer sur les résultats. Je pense que Winamax l'a déjà fait. Il y a plein de choses en fait qui sont faites. Donc, Là, je vais un peu plus loin. Est-ce que si on a besoin de créer très rapidement beaucoup de messages très conceptualisés, est-ce que l'IA, ça pourrait aider ou est-ce que le créatif veut garder la main ? Vaste question. Moi, je dirais que le créatif veut garder la main parce qu'à un moment donné, faut toujours trouver le concept. L'IA, à partir du moment où tu dis, faut qu'on fasse un react par rapport à un match de rugby avec tel joueur, etc., va peut-être pouvoir te générer des posts. Mais en fait, il faut quand même avoir quand même la main créativement dessus. Donc non, je vais dire l'IA, non. Nicolas ? Je crois qu'à part...
si on imagine un dispositif hyper moderne qui croise de la géoloc, mais ça, l'affichage le fait déjà très bien, d'ailleurs sans DOH, il y a des super affiches géolocalisées depuis toujours. On se souvient de la campagne Smart. La Smart dans Paris, qui était super, absolument. évidemment, de CLM dans mon souvenir. Mais si on croise la géoloc et le temps réel, et qu'on a envie de déployer ça fois le nombre de phases de DOH en France, on a besoin à la fois d'une grande idée par un grand créatif, mais on a besoin de l'IA pour pouvoir, et de la techno derrière, pour pouvoir générer des centaines ou 200 ou en temps réel d'éclits de l'idée, pour être sûr qu'on puisse avoir une phase dans chaque DOH qui change et qui se met à jour. Et c'est comme ça que nous, on voit l'IA, par exemple, chez Publicis, c'est-à-dire que ça ne remplace pas les grandes idées. Au contraire, il y a toujours une grande idée au départ, un grand créatif. Mais par contre, ça permet d'aller plus loin dans son exploitation parce qu'il n'y a plus de limite. À partir du moment où on peut changer 300 phases d'un coup et générer 300 déclics d'une grande idée, le terrain de jeu est infini. Mais ce que je disais, voilà, tu as raison, c'est voilà, il faut l'idée. Mais après, c'est vrai que si tu trouves un visuel, il peut être décliné en rouge, bleu, vert, voilà, par rapport à les spécificités. Voilà. Marie? Et c'est juste finalement une version un peu amplifiée de ce qu'on fait déjà depuis quelques années, à savoir de la DCO, avec un master créatif et sur lequel on va piocher à la fois dans une banque d'images et on va piocher aussi derrière sur, sur des textes. Et là, c'est juste de se dire qu'il y a peut-être une version un peu accélérée des choses grâce à l'IA, mais c'est pas une réinvention totale de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut diffuser. Donc, En termes d'innovation, il y a aussi l'aspect un peu événementiel de certaines campagnes. On peut sortir du cadre, on peut jouer avec les formats, on peut faire des choses très, très visibles à un endroit, mais qui sont visibles par beaucoup de gens grâce au rebond des réseaux sociaux. Comment vous l'utilisez, Marie? Est-ce que vous faites de ce genre d'opération? Est-ce que vous travaillez avec les régies en direct pour savoir ce qui est possible de faire, pas faire? alors déjà, sur ce type d'opération, on est relativement jaloux généralement des zones type en Asie qui font très très bien et qui ont la possibilité de le faire, ou aussi aux Émirats où il y a des choses assez dingues qui sont faites. On a des contraintes légales qui font que c'est quelque chose qu'on peut moins faire de notre côté, puisqu'on peut le faire sur des environnements uniquement privés et pas publics. Et c'est vrai que quand on arrive à faire des choses, nous, on mise vraiment très très fort sur l'amplification et la possibilité derrière de pouvoir être vu du plus grand nombre, parce qu'on est généralement sur des choses qui sont très restreintes en termes d'audience à un moment T par rapport à ça. Il y a juste une petite dérive, moi, que je pointerai du doigt sur cet aspect-là, qui est tout l'engouement qu'il y a derrière le fake OOH, puisque ça fonctionne hyper bien la première fois. Plus ça va, plus on est sur quelque chose qui s'érode, parce qu'on est moins sur l'effet de surprise et on en vient à faire du fake OOH qui est même plus du fake OOH. Et puis qui a plus de concept en fait, qui est juste qui mise sur le côté, c'est quelque chose hyper étrange, mais voilà, c'est juste un peu la limite de ce type d'exercice, c'est qu'il faut penser quelque chose de façon très puissante d'un point de vue événementiel qui doit pouvoir vivre tout seul et après l'amplifier, et non pas se dire juste on fait de l'amplification parce qu'il y a quelques ficelles à tirer. Philippe, tu voulais réagir sur ce... Non, mais parce que la législation en France, elle est très très drastique en fait. Quand tu disais il fallait louer des lieux, en fait, il faut le faire souvent très 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 en amont. Donc c'est compliqué aussi, même pour les ventes. C'est-à-dire qu'on peut pas dire on a une idée dans 3 semaines, voilà, on va pouvoir le faire en affichage. Il faut demander des autorisations à la préfecture. Après, c'est souvent des agences événementielles. Hein. C'est vrai que nous, il y a plein de très bonnes idées dans les agences de pub qui sont mortes-nées parce que forcément, on n'avait pas la contextualisation. Là, quand tu parles des Émirats Arabes Unis, là, ce qu'ils avaient fait avec la grande 4x3 sur Adidas où tu pouvais te baigner dedans, en France, je pense que pour des raisons de sécurité, on ne peut pas le faire, par exemple. Donc c'est vrai qu'il y a une frustration aussi liée à ça, quoi. Mais il y a des choses qui sont possibles. Enfin, au Grand Prix de la communication extérieure, Mario Bros qui avait habillé une colonne culturelle à Paris. Oui, mais ça, on en a parlé. Il y avait un débat. C'est déjà des choses qui ont déjà été un peu faites en fait. Quand je parle de vraiment quelque chose d'événementiel, c'est la 4x3 que tu vas pouvoir transporter dans toute la France. Je sais pas, la faire s'envoler avec une montgolfière, des choses mais qui sont quand même compliquées. Ça reste quand même, on va dire, c'est dans un cadre très strict où on peut faire des choses, quoi. Nicolas? C'est intéressant de voir à quel point toutes les frontières se brouillent en réalité entre le social, l'affichage, la techno. Je repensais, quand on se parlait de OH, à ce qu'a fait Marcel pour Transavia avec l'avion qui débarque dans la bouche de métro. Est-ce que c'est du digital? Est-ce que c'est du social? Est-ce que c'est de la communication extérieure? Et c'est ça qui est intéressant, c'est de jouer en réalité pour attirer l'attention des gens avec l'inconnu, avec ce qui est surprenant, avec ce qui va vraiment attirer leur attention, sans trop se poser la question de ce que c'est ou de ce que c'est pas, ou de comment le qualifier.
On revient quand même vraiment sur, depuis le début sur le social. Hein. C'est un vrai, voilà, je trouve que c'est assez intéressant de dire, voilà, c'est un média public, le public égale le social. Donc on voit vraiment, voilà, parce que tu parlais justement tout à l'heure, c'est une tendance qui a 3-4 ans. À un moment donné, on disait, voilà, la 4x3, c'est comme les annonces presse, en fait, c'est un média qui est vieillot. Non, en fait, quand des gens voient, je pense à La Vie notamment de chez Buzzman, les gens prennent une photo et les relèvent aussi sur les réseaux sociaux. Tout le monde n'est pas avec son téléphone, mais en tout cas, c'est des moments qu'on a envie de partager parce que c'est toujours pareil, quand on est en train de scroller, il y a des vidéos, il y a des messages qui nous intéressent et on a envie de partager avec les gens aussi. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve que c'est pas anodin en fait. Alors justement, pour terminer, un petit dernier tour de piste. Comment on rend l'espace public plus surprenant? Comment on améliore les relations agence créa, agence média? Est-ce que l'idée, c'est que vous seriez briefé le plus en amont possible pour travailler main dans la main et faire des choses un peu exceptionnelles? Bah, moi personnellement déjà je veux dire les agences médias j'y ai pas accès en fait, c'est toujours en fait je n'ai jamais rencontré quelqu'un à part en fin de réunion Alors tu as Marie qui est à ta oui mais voilà voisine. on se connaissait pas, elle est très sympa Marie et tout, voilà, je vois qu'en plus qu'elle est non mais voilà c'est pas juste on dit les C'est vrai. agences médias ils vont nous faire chier, ils veulent pas adapter notre créa etc. Donc tu vois en fait c'est un gros problème en fait. C'est toujours en France de toute façon ça a toujours été très siloté, il y a les agences de publicité, il y a les agences médias, il y a les agences sociales. En fait non, en fait on doit tout faire en fait. Pour moi, une bonne agence doit savoir tout faire et on va bosser avec des gens avec qui on a envie de travailler pour le meilleur, c'est-à-dire pour faire des belles créations qui plaisent aux gens, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Marie? Non, on en parlait en préparant le webinaire et c'est vrai que aujourd'hui, on travaille mal ensemble, en particulier sur l'affichage, et on travaille mieux sur d'autres typologies de médias, mais pas de notre fait. En fait, je pense qu'effectivement, on demande à travailler ensemble, on demande à travailler ensemble beaucoup plus en amont et à repenser un peu plus la façon dont on travaille ensemble, et pas se dire que on rentre sur un brief en se disant dès le départ que ça va être une copie télé et qu'on va devoir réfléchir là-dessus et après réfléchir à la déclinaison sur une autre typologie de médias. Et si on pouvait rentrer conjointement sur des briefs en se disant quel est notre objectif, quelle est notre cible et comment on doit réfléchir sur une approche qui soit puissante créativement avec le bon support pour pouvoir l'apporter, je pense qu'on arriverait beaucoup plus à rentrer sur des dispositifs affichés ensemble. J'ai terminé, mais je crois que j'avais déjà dit dans une précédente interview, c'est en fait les chiffres, en fait, je pense pour vous afficheurs, c'est très très important vis-à-vis d'un client en fait, parce que le média télévisuel est encore ultra fort. On dit on va toucher je ne sais combien de personnes. Et c'est vrai que si on a de la data justement et des chiffres aussi, il y a tant de passages, etc. C'est beaucoup plus facile pour un annonceur en fait d'acheter de l'affiche et du DOH. Nicolas? Moi, je pense que le sujet, c'est le temps, en fait. C'est-à-dire que à partir du moment où on se dit que les gens, et je suis entièrement d'accord, aiment les belles idées créatives, celles qui les font sourire, qui parlent de leur quotidien, qui les émeuvent, pour trouver ces idées-là, on a besoin à la fois de temps et de transparence, c'est-à-dire de savoir quel est le plan média et qu'on sache et qu'on soit briefé suffisamment en avance pour pouvoir l'exploiter le mieux possible. Donc tu as le temps long, mais tu as aussi le temps court. Et c'est ça un peu le caprice. C'est qu'on va être capable de pouvoir dégainer des idées très vite et qu'elles soient validées très vite et qu'elles soient affichées très vite, parce que sinon, si c'est après-demain et pas demain, ça marche plus. Et c'est malheureusement aussi, quand on est flexible, enfin malheureusement ou heureusement, je veux dire, il faut être capable à la fois d'être flexible et réactif et en même temps de pouvoir bien anticiper. Et c'est comme ça qu'on a des marques qui s'épanouissent hyper bien dans l'espace public grâce à la créa. Sur la data, Philippe, je pense que en fait, ce que tu souhaites, tu vas être exaucé, puisque la nouvelle étude de mobimétrie, les dernières données ont été livrées en avril, et elle permet justement d'avoir des données sur la puissance, par exemple, des plans sur cible. Il y a une granularité qui est très intéressante pour faire du média planning, j'allais dire créatif. Et puis, effectivement, plus on voit des bonnes campagnes, plus on a envie d'en faire. Et c'est exactement ce qu'on va voir tout de suite avec Léopold Sartou, qui est Advertising Insight Manager chez Kantar Media. Merci à tous les trois d'être venus débattre ce matin avec nous. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Léopold. Bonjour Tanguy. On est à 4 jours de l'ouverture des Cannes Lions et est-ce qu'on peut passer en revue les meilleures campagnes françaises et internationales? Je crois que tu nous as préparé une jolie sélection. Alors effectivement, quand on a parlé d'exploration créative, on s'est dit, bah, tiens, si on faisait une petite revue de ce qui se fait de mieux en France, notamment via le Grand Prix de la communication extérieure qui s'est terminé il y a quelques mois, et puis essayer aussi d'aller regarder ce qui s'est fait à l'international et ce qui pourrait peut-être aller briguer
quelques Lions dans quelques semaines. Alors, on commence par la France. Alors sur la France, je ne vais pas m'attarder sur cette campagne parce qu'à mon avis, les principaux intéressants parleront sûrement bien mieux que moi. En tout cas, nous... Donc ça, c'est le Grand Prix. C'est le Grand Prix cette année. du GPCE de cette année 2024, donc avec cette campagne qui hack finalement la fonctionnalité de Google Street View. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur la campagne Médecins du Monde, avec le monde de plus en plus malade. Donc c'est le prolongement de la campagne Le Monde est malade, qu'on retrouve là aussi avec un hack de la fonctionnalité Timeline, cette fois, de Google Street View. L'idée, finalement, c'est de faire un avant-après sur des lieux en montrant l'évolution délétère, donc notamment la frontière américano-mexicaine. On retrouvait aussi la ville de la Matrice après un tremblement de terre, etc. Donc je pense que c'est en tout cas une tendance qui a émergé, je pense, pendant ce Grand Prix de la communication extérieure, avec ces effets de hacking. Une autre campagne aussi qui a retenu notre attention, en tout cas, est celle du jury du Grand Prix de la communication extérieure. C'est la campagne unique de BETC pour désormais le rookie de l'année, maintenant Victor Wembanyama sur son documentaire. C'est une campagne qui est intéressante parce qu'elle joue évidemment, on en parlait juste avant, avec le média. Il y a cet effet hyper impactant. Out of the box, tout en restant dans le format. Exactement, il y a un petit peu de ça. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à des campagnes cet effet un peu oversized, undersized, ça m'a fait beaucoup penser à des campagnes, notamment une campagne pour le Big Tasty à l'époque, où on avait un énorme Big Tasty qui bien sûr dépassait du simple cadre de l'affiche tellement il était big. Voilà, c'est des effets, une mécanique créative qui existe depuis longtemps, mais là, c'est le fait d'être à l'échelle réelle qui est vraiment impressionnant et qui donne, je trouve, tout ça superbe à cette campagne. Autre campagne du Grand Prix de la communication extérieure, c'était le lauréat de l'an dernier, du 48e, il me semble, Lacoste. Et là, cette année, ils ont terminé dans les discussions, on va dire. Absolument, ils étaient finalistes. C'est la suite de la campagne. Et c'est la suite de la campagne avec les rencontres inattendu, impossible de Lacoste pour ses 90 ans. Je trouve que c'est une campagne qui est créative, en tout cas de par sa simplicité et sa beauté. Finalement, toutes ces communautés réunies sur une même affiche, le dialogue entre Vitry-sur-Seine et Harlem, voilà, c'est assez parlant. C'est vraiment quelque chose de très beau. Ce dialogue en fait qui est mis en scène dans l'affiche, on a envie d'y participer finalement dans ce diptyque, de plonger dedans, ça attire automatiquement l'œil. Enfin voilà, il y a quelque chose de très simple, de minimalisme et de très efficace derrière en termes Et on créatifs. a aussi les codes du luxe et de la sophistication. Exactement, qu'on retrouve à travers le monde finalement. Autre campagne aussi du Grand Prix de la communication extérieure qui brille aussi par sa simplicité. C'est celle pour Microdon avec l'arrondi solidaire, donc qui a passé le cap des 50 millions d'euros versés, je crois, c'était en début d'année dernière. Et puis on a une accroche, quand on parlait un petit peu juste avant, un peu d'exercice de style, de devoir trouver les bons mots, d'être le plus sharp possible dans ce qu'on va pouvoir dire. C'est vraiment l'exemple parfait de l'affiche. Il y avait Paul Colin, qui était un affichiste connu de l'entre-deux-guerres, qui disait l'affichage, ça doit être un télégramme, une bonne affiche, ça doit être un télégramme à l'esprit. Je trouve qu'on est clairement exactement dans ce cas de figure-là, et c'est la parfaite illustration. Autre campagne aussi qui était France mais faite par David Madrid, c'est celle pour la 3e saison de Lupin par Netflix. Alors on avait connu il y a quelques années, c'était Omar Sy qui était un affichiste anonyme dans le métro parisien. La 2e saison, c'était je ne me rappelle plus trop, mais la 3e, du coup, c'est intéressant parce que on est sur une exploitation du DOH qui est assez intéressante. On parlait de l'interactivité. Là, cette campagne, elle démontre tout le potentiel, je trouve, interactif et de gamification du DOH, où finalement, pour promouvoir une œuvre audiovisuelle, normalement, qu'est-ce qu'on fait? On met les têtes d'affiche, en gros, sur les billboards. Et là, finalement, le choix fait par Netflix, c'est justement de le retirer, bien sûr, en lien avec le personnage de
Lupin, mais derrière s'en est suivi toute une chasse au trésor avec le public où il fallait justement retrouver Lupin au travers des différents Puisqu'il apparaissait sur quelques écrans exactement un à seul différents moments de exactement. la journée. Et voilà, il fallait essayer de le retrouver. Bien sûr, quand on le retrouvait, on avait accès derrière à du contenu exclusif de la série. Donc voilà, aussi un phénomène de reward derrière. Donc je trouve que c'est une belle exploitation originale, en tout cas, du média DOH. Alors on passe à l'international maintenant. Alors sur l'international, on a voulu revenir même en discutant ensemble quand on a préparé la présentation sur British Airways. Toi, tu avais celle-ci en tête, moi j'avais la dernière qu'on verra juste après. Mais c'est vrai que le Grand Prix, elle était un Grand Prix de Cannes l'année dernière en 2023. Cette campagne, elle est avec les Reason to Fly, donc en plus de proposer, je l'ai pas lancé, de proposer finalement à la question au client pourquoi voyagez-vous pour le travail ou le loisir. Derrière, il y avait toute une possibilité de réponses qui ont été mises en scène et diffusées par British Airways et son agence Uncommon. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, celle-ci, quand on la voit, on se dit tiens, ça pourrait être du DOH, ça pourrait être une vidéo, on pourrait la mettre en pré-roll sur quelqu'un qui essaie de voyager récemment, via du surf. Et finalement, je pense qu'il y a une volonté derrière de faire en sorte que ces affiches, elles soient vues par le plus grand nombre, parce qu'elles sont unskippable finalement en affichage, là où en pré-roll elles seraient potentiellement skippées. Deuxièmement, elles sont vues de manière hyper locale aussi, parce qu'il y a un choix derrière d'emplacement avec des reasons to fly qui parlent aux communautés et aux localités. Et puis derrière, il y a aussi, je trouve quelque chose de très émouvant derrière aussi cette campagne. Finalement, on en parlait tout à l'heure, une campagne qui nous évoque, qui fait sourire. On va se la partager, on va la photographier, se l'envoyer. Donc déjà la première conversation, elle se fait dans l'espace public et derrière, on va l'envoyer, la partager en privé. La deuxième, on va dire le deuxième temps de cette campagne, en tout cas, c'est toujours orchestré par Uncommon, c'était, j'aime bien ce que disait Julien juste avant, parce qu'il parlait justement de Club Med pour réafficher des photos avec des gens quand ils arrivent à destination. C'est un peu ce qu'ils ont fait, British Airways. Ils ont finalement proposé à des clients de rédiger des notes manuscrites de Christmas greetings à leurs proches qui voyagent, et puis en fonction de la data, donc des horaires de vol, etc. British Airways a réussi à afficher ces, comme on le voit, notes de Christmas greeting au moment où les personnes débarquaient de l'avion. Donc voilà, et puis dans des lieux aussi tout aux alentours des aéroports. Donc il y a derrière vraiment quelque chose de très réactif, d'interactif. Encore d'émouvant, je trouve aussi là-dessus. Il y a quelque chose qui relève de révéler un petit peu de l'intimité dans ces deux campagnes, et puis qui montre que c'est un média d'émotion et surtout d'émotion collective, je trouve. Troisième temps de la campagne. Troisième temps de la campagne, plus minimaliste. En tout cas, c'est ce pourquoi certains disent qu'elle a brillé. C'est la campagne Windows, donc avec Christopher Anderson derrière l'objectif, qui a fait, on va dire, 11 clichés de personnes regardant par le hublot. Donc c'est un peu, je trouve, le penchant illustratif de l'autre côté des Reasons to Fly, finalement. Qu'est-ce qui nous fait voyager ? L'émerveillement, et là on prend en photo l'émerveillement des voyageurs. Voilà, une campagne minimaliste, simple, efficace, et puis elle fait penser pour tout le monde à la campagne McDo no logo, aux campagnes McDo de Deco, voilà, où finalement on retrouve cette notion de finalement qu'il n'y a que les grandes marques qui peuvent se permettre de dire le moins comme ça dans ces dispositifs-là. Campagne un peu plus originale. Alors, on part en Allemagne avec la compagnie de train nationale, le Deutsche Bahn, avec sa campagne Escape. Je vous laisserai lire les autres mots. Qui, pareil, un petit peu comme la première de British Airways, on se demande, tiens, ça pourrait être il y a eu des films derrière. Elle a été primée, je pense, au D&I d'ailleurs, sur le côté film. Mais finalement, quand on voit ces campagnes en affichage qui sont statiques, elles sont hyper suggestives et on voit très bien de suite à quoi ça fait référence. Je pense que on reconnaît l'insight consommateur est hyper fort et hyper simple, et voilà, il suffit de pas grand-chose pour faire germer tout un imaginaire derrière. Voilà. Et puis, bien sûr, c'était pour promouvoir le retour des trajets à faire, notamment, et de privilégier plutôt les rencontres physiques plutôt que les visioconférences.
On reste en Allemagne, il me semble, avec une campagne de la German Depression Aid Foundation qui est avec sa campagne At a Second Glance, donc au deuxième regard, met en scène en fait, et essaie de sensibiliser, de briser le tabou sur les représentations qu'on a finalement de la dépression et des personnes en situation de grande difficulté et de santé mentale. On voit du coup au premier rang une personne qui semble être dépressive, et finalement on se rend compte que c'est bien au second plan que la personne en dépression est concernée. C'est une mécanique qu'on retrouve de plus en plus, ce côté second regard. On l'a retrouvé, je crois que c'était l'an dernier aussi en Grand Prix, avec Calm et ITV, avec The Last Photo aussi, qui reprenait un petit peu la même mécanique. Et puis on a aussi récemment Prostate UK qui nous montre des pliures de coude pour sensibiliser pour le cancer de la prostate. Je vous laisserai la regarder, elle est assez sympa aussi sur cette notion de double lecture. Une autre campagne qui joue aussi un peu sur les deux niveaux de lecture qu'on peut avoir, là c'est plutôt avec un niveau de retrait. Je pense que tout le monde l'a vu, Ikea produit second best, primé, avec on va dire l'audace de la marque d'accepter d'être relayé au second plan face pareil. Et de mettre l'humain. Et de mettre l'humain au premier plan. Je trouve qu'elle rejoint pas mal celle du Grand Prix et la communication extérieure de Célio dans cette notion de valoriser l'humain, le quotidien et d'accepter de se mettre en retrait et de chercher tout simplement l'authenticité et la simplicité, quoi. Autre mécanique. Autre mécanique qui nous vient du Brésil avec Burger King. Donc là, on est en DOH. Je rejoins ce qui avait été dit aussi sur la table ronde juste avant, c'est que finalement, on parle beaucoup de réseaux sociaux, le digital, pour aller toucher les jeunes, alors que là, on a un exemple, une démonstration parfaite, je trouve, de... Hop, ça s'est arrêté. Une démonstration parfaite de ce qui peut être fait et comment on montre finalement qu'un média est innovant. C'est aussi sa capacité à capter un public jeune et en permanence. Et là, on est vraiment dans un cas d'école où finalement, le constat, c'est que toutes les offres promotionnelles pour les fast-food, elles se ressemblent un peu. Du coup, elles passent inaperçues. Et derrière cette campagne, en tout cas, David Sao Paulo a proposé aux usagers de prendre en photo des affiches neutres et de créer eux-mêmes leur propre deal. Avec toute une panoplie de stickers, là, comme on voit à l'écran, de stickers avec les produits. Puis derrière, ils recevaient eux, en DM, la promotion. Et derrière, leur affiche était tout simplement diffusée un petit peu partout. Donc vraiment, ce principe de co-création, aussi en affichage, qui joue avec les codes aussi des jeunes. Enfin voilà, je trouve que c'est une belle démonstration de ce qu'on peut faire en termes de co-création et de valorisation derrière pour faire une campagne. Voilà, en plus, ça reprend... Il y a une logique un peu mémétique aussi derrière de la culture même. Voilà, ça s'inscrit vraiment là-dedans. Je trouve que c'est plutôt une campagne hyper smart. Autre campagne de co-création qui date, je crois, de l'an dernier aussi, qui a été primée à Cannes, mais en radio, en audio plutôt. C'est Skinny Mobile avec sa campagne Phonity. Donc on est quand même sur une économie un petit peu de budget. Et finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait Skinny Mobile, c'est qu'ils ont placardé des affiches avec des scripts de publicité et il suffisait d'appeler le numéro indiqué pour enregistrer la pub, tout simplement en direct. Et voilà, c'était une boîte vocale qui permettait de créer une pub après qui était relayée en radio. Mais ça montre aussi un petit peu d'interaction entre médias qu'il peut y avoir. Et puis on est encore sur une campagne de co-création visiblement derrière, parce que c'est la meilleure campagne de recrutement qui puisse arriver pour Skinny Mobile, quoi. Alors maintenant, Léopold, on va se lancer dans les pronostics. Qu'est-ce qui pourrait être salué au Cannes Lions dès lundi prochain ? Alors, je pense c'est une sélection non exhaustive et je pense que j'ai toujours été mauvais en pronostic. Je pense que je ne vais même pas m'aventurer pour l'Euro non plus. Moi, je pense que c'est un débat aussi qui était récurrent au Grand Prix de la communication extérieure. C'est des fois, est-ce qu'on va récompenser la qualité de l'affiche intrinsèquement ou tout le dispositif qu'il y a derrière. Et je pense que Coors Light, c'est un bon exemple du deuxième, de cette deuxième partie. C'est... voilà, finalement créé d'un mini-événement, donc un des plus grands joueurs de baseball, Ohtani, qui malencontreusement casse un pixel d'une affiche Coors Light dans un stade, et puis derrière on va créer et dérouler toute une campagne avec des éditions limitées, avec des affiches qui reprennent ce pixel noir, qui devient iconique, et puis voilà, c'est repris, ça crée la conversation. On est pareil encore sur une logique un peu de même, derrière on est sur presque du newsjacking encore, et je pense que c'est un bon exemple qui pourrait avoir ses chances à Cannes. Après, ce n'est que mon humble avis.
On voulait revenir aussi rapidement, je pense pas que ce sera à Cannes ça, mais sur l'intelligence artificielle pour quand on a essayé de chercher des exemples en se disant tiens qu'est-ce qui a été bien fait cette année en intelligence artificielle, je rejoins un peu aussi ce qui a été dit avant. Pour l'instant, je trouve que c'est sous-exploité. L'exemple qu'on ressort souvent quand on parle d'intelligence artificielle en affichage ou en tout cas en publicité extérieure, c'est cette campagne. En tout cas, nous on l'a nommé le AI Sandwich War parce que voilà, c'est une mécanique très simple. Ça a commencé, comme on le sait, en affichage, en publicité extérieure. McDo et Burger King aiment bien se défier. Et McDo a posé la question à ChatGPT, quel est le burger le plus iconique. Bien évidemment, il lui a ressorti que c'était le Big Mac. Burger King s'est empressé de réagir, donc essayer de trendjacker finalement cette mécanique avec mais qui est le plus gros. Donc là, une autre réponse qui valorise Burger King. Puis derrière, s'en est suivi finalement toute une logique avec d'autres annonceurs. On a eu Art House qui est sur des burgers healthy qui a demandé quel est le plus healthy, Subway qui a demandé quel est le plus long, et voilà, et on s'est retrouvé avec un sandwich de sandwich en affichage. Donc certains Burger King, McDo c'était du vrai affichage, derrière c'est juste du photoshopage derrière, mais du newsjacking et une compétition qu'on sait historique, derrière c'est devenu vraiment une tendance qui s'est déclinée sur plusieurs mois et qui derrière en dit long sur cette guerre de l'AI. Et enfin avant de terminer, c'est quand on parlait d'exploration créative et technologique, voilà, je ne sais pas si on parle d'exploration ou d'extravagance à ce niveau-là, mais en tout cas, on voulait aussi mettre en avant ce nouvel écrin à Las Vegas qui est la sphère à l'intérieur, et bien sûr il y a l'exosphère qui est la surface d'affichage disponible avec plus de je sais plus combien, 1,5 million de LED je crois, où finalement on peut afficher n'importe quel message. Donc entre autres on a le Super Bowl à droite avec l'affichage des on a PS5 et Spider-Man pour la promotion du dernier jeu, on a la Formule 1 à Las Vegas en direct, et puis Mercedes aussi lors du Grand Prix de Las Vegas. Donc voilà, quelques exemples d'activation. Je vous laisserai juger du potentiel créatif et de l'impact écologique aussi de telles installations. Moi, ça me fait beaucoup penser à une sorte de chimère qui était d'afficher de la publicité sur la Lune, tout simplement, et de faire de la Lune un support d'affichage publicitaire. Mais voilà, en tout cas, quand on parle d'exploration créative, je pensais que c'était intéressant de présenter au moins et de parler de cette exosphère qui est shortlistée en titanium quand même à Cannes. Donc, voilà. Et pour finir, la campagne dont parlait Philippe. Exactement, avec Meet Marina Prieto. Donc, Philippe l'a pas mal décrit tout à l'heure, mais qui montre, qui démontre tout simplement la puissance, la force du média affichage, de faire une mamie centenaire inconnue, une reine des réseaux sociaux, et puis d'attirer des marques derrière, parce que je pense que c'est aussi la résultante de cette campagne, c'est que derrière, les marques se sont dit, tiens, en fait, on pourrait être nous aussi. C'est une campagne B2B très créative, en fait. Exactement, c'est une campagne B2B très créative et puis elle est touchante aussi. Voilà. Et je pense que c'est aussi, je reviens dessus, mais un peu pour conclure, parmi tout ce qu'on a vu, il y a des campagnes qui brillent par leur simplicité, par leur beauté, par leur interactivité. Mais je pense qu'il y a aussi toute une dose d'émotion dans ce média qui est dans la place publique, parce que tout le monde, devant une affiche ou un affichage numérique DOH, tout le monde voit la même chose en même temps, et tout le monde sait qu'il voit la même chose en même temps. Du coup, ça crée du débat, ça crée de l'émotion collective, on réagit de manière différente, on a envie de le regarder. Enfin, en tout cas, c'est le lieu de la conversation, je trouve aussi, ce média-là. Merci beaucoup Léopold pour ce tour d'horizon rafraîchissant. Pour conclure ce webinaire, on va accueillir les concepteurs de la campagne lauréate donc au GPCE. C'est bien sûr l'agence Buzzman pour Célio, avec Clément Scherer, directeur général en charge des stratégies, Patrice Lucet et David Derouet qui sont directeurs de création. Bonjour à tous les trois. On va commencer en voyant directement le case study de la campagne Célio. Qu'est-ce qui définit un homme aujourd'hui ? Dans les films, les magazines, la mode et surtout la publicité, on valorise toujours des hommes connus, riches, conquérants, originaux ou tout simplement beaux gosses. Mais qu'est-ce qu'on fait des hommes normaux ? Vous pensez vraiment que ça les représente ? Non, ce sont juste des mecs tout simples qui portent des fringues toutes simples, comme les nôtres. Chez Célio, nous sommes tellement fiers d'habiller des millions de types lambda que notre signature est littéralement binormale.
Mais alors, comment faire pour représenter ces monsieur tout le monde sans les artifices d'une campagne de mode? De la façon la plus authentique. Célio présente The Most Normal Shoot. Comment transformer les hommes normaux en véritables icônes. Afin de prouver que personne ne porte mieux nos collections qu'eux, nous avons fouillé dans Google Street View pour trouver nos clients et nos vêtements. Et devinez quoi? On en a trouvé des milliers. Ensuite, il nous a suffi de prendre des captures d'écran pour en faire une campagne encore jamais vue. Une couverture inédite pour tous ces hommes normaux qui se sont retrouvés propulsés sur 8000 affiches, 348 cinémas, partout sur notre e-shop et en social media où les réactions ne se sont pas fait attendre. Les gens ont débattu, cherché et trouvé eux-mêmes la campagne. Mais il y a bien quelque chose qui n'était pas normal dans cette campagne. Les résultats. La campagne a atteint 39 millions de personnes en France et fait grimper la préférence de marque de 17%. Contribuant à faire de Célio le premier vendeur de jeans en France en 2023. Tout cela avec 0 budget de production. Merci Google. The Most Normal Shoot. Comment transformer les hommes normaux en véritables icônes. Clément, est-ce que tu peux nous rappeler un peu comment vous en êtes arrivé à cette plateforme de marque Binormal? En l'occurrence, c'était pas sur cette campagne, mais c'était sur une campagne qui a eu lieu 2 ans auparavant, au début de notre collaboration avec Célio, qu'on a mis en œuvre cette plateforme. Et au moment où on a commencé à travailler avec Célio, il y avait un nouveau management qui reprenait la marque, et la marque, elle allait mal, elle était en redressement judiciaire. Et une des volontés du nouveau management était de redonner du sens à cette marque. En fait, la marque ne disait plus grand-chose et avait un peu perdu pied avec son histoire et son offre. Et donc, nous, on a été mandatés pour trouver un nouveau positionnement de marque. Et on a fouillé beaucoup, d'abord du côté de la réalité de l'offre, des produits qui sont basiques, essentiels, qui sont pas, c'est pas une créativité fashion qu'on va trouver chez Célio, mais on va trouver le truc basique dont on a tous besoin dans notre garde-robe. Et après, on a aussi regardé l'historique publicitaire. C'est une marque qui a souvent dit des choses fortes, et notamment sa première campagne marquante, c'était la mode, je m'en fous. Donc il y avait un vrai propos. Et puis ces dernières années, elle disait plus rien. Elle se contentait d'imagerie un peu mode, avec des types avec des tronches de mannequins, dans des postures de mannequins. Et donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est voilà, on vise les gens de plus de 30 ans, et on s'est rendu compte que ces gens qui savent à peu près où ils en sont dans la vie, qui sont plus dans les fantasmes de la vingtaine, de s'imaginer devenir une star ou que sais-je ou quoi. C'est des gens qui sont installés, qui sont heureux en général, ils ont déjà une famille, un métier, ils savent à peu près où ils vont. Ils sont à peu près normaux et personne ne les représente. Ils sont jamais dans la presse, on les interviewe jamais parce que c'est pas des stars ni des criminels. Et donc voilà, donc on s'est dit, il faut qu'on célèbre ces gens-là qui sont fièrement ordinaires. Et quand on a briefé les créatifs là-dessus, ça a donné cette plateforme Binormal qu'on a d'abord mis en œuvre dans une première campagne. Et puis 2 ans après, Célio est venu nous voir en disant c'était super Binormal, ça nous a relancé. D'ailleurs, c'était une campagne qui a accompagné la sortie de redressement judiciaire de Célio. Mais qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Et c'est à ce moment-là que Patrice et David ont proposé cette campagne-ci. Alors Patrice, David, comment est-ce qu'on en vient à hacker Google Street View? Comment on en vient à hacker Google Street View je dirais en cherchant toujours plus de réalisme. C'est-à-dire qu'il y avait eu effectivement la première campagne dont parlait Clément, qui était de représenter les hommes ordinaires. Mais il y avait toujours cette petite pellicule publicitaire qui nous met un petit voile qui est toujours un point de vue fabriqué sur la réalité. Ou en tout cas, la vision des hommes normaux n'était pas exactement totalement réaliste. Et on s'est simplement posé la question quel est le point de vue le plus réaliste sur les hommes qui sont dans la rue? C'est la caméra qu'on retourne sur ces gens, sur ces passants. Et quand les créatifs sont venus avec cette idée d'utiliser Street View et de le hacker, comme tu dis, ça semblait évident. Il ne restait plus qu'à l'afficher, quoi. On s'est dit que ce serait la campagne la plus normale possible, en fait. Sans artifice, voilà. Sans les artifices de la première année, parce que quand même, on avait pour donner notre point de vue, la première année, pour installer la marque, en fait, on avait fait un film avec un défilé, ce genre de choses. Alors que là, on s'est dit, il n'y a rien de plus pur, de plus simple. Et comme on est un peu feignant, en plus, on est créatif de temps en temps, en fait, on s'est dit, allons chercher sur Street View ces images, cette campagne qui existe déjà, puisque tout est déjà là, en fait.
Ce qui est intéressant, c'est que même dans une campagne traditionnelle au sens le plus pur du terme, on met de l'innovation et on met de la techno en réalité. Ouais, alors après, c'est une techno qui est à la disposition de tous. Le tour de force et un peu le pied de nez, c'était de mettre cette techno imprimée, figée sur un média traditionnel, mais qui finalement accueille l'innovation à sa manière et qui, par la suite, nous a permis de le développer. C'est-à-dire, on a effectivement hacké Street View, qu'on a figé, qu'on a imprimé, mais ça a ouvert des portes qu'on n'avait pas imaginées au moment du plan média. C'était d'étendre ce principe à du DOH, à un dispositif digital. On l'a déployé grâce justement à l'innovation qu'on avait réussi à hacker sur un spectre média qu'on n'avait pas du tout envisagé au départ. Donc ça, c'est là où l'affichage était le point d'entrée, et puis ça a ouvert vers d'autres possibilités. Ça, c'était assez créatif de ce point de vue-là. Clément, tu voulais réagir? Ouais, non, je pense aussi que nous, ce après quoi on court en publicité, c'est on a des propos de marque et on a envie de les faire résonner dans la vie des gens en montrant aux gens on sait comment vous vivez, on vous a pris en compte, on sait quel est votre quotidien, etc. Et l'idée de se dire, mais en fait, on va aller chercher les gens dans Google Street View, utiliser ça, c'est même pas tant la volonté de mettre de la techno dans la création que la volonté de se dire, mais comment on utilise quelque chose qui n'a jamais été utilisé, mais que tous les gens normaux utilisent au quotidien. Et en fait, Google Street View, c'est un outil que tout le monde utilise tout le temps, mais on n'y pense pas forcément, ils n'y pensent pas. Et donc, c'est en utilisant ça, on vient se cheviller dans le quotidien des gens, et du coup, on vient jeter une nouvelle lumière sur ce truc de normal, et on le rend à nouveau audible, et c'est ça qu'on cherche. On crée le dialogue, et en même temps, c'est une campagne de marque. Et la campagne produit, elle était plus sur les réseaux sociaux, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. En fait, ils ont, SEO a une communauté qui est très active, communique énormément auprès d'eux, et donc pour la suite de la campagne de marque, en fait, ils n'avaient pas besoin d'utiliser leurs réseaux sociaux. En tout cas, disons que c'était un relais, mais tout s'est concentré effectivement sur la campagne d'affichage pour ça, alors que tout au long de l'année, en fait, tous les nouveaux produits, toutes les nouvelles collections, tout ça est sur leur Insta, enfin là où ils sont suivis, quoi. Finalement. Alors là, vous êtes en train d'installer un territoire de communication. Peut-être qu'on pourrait presque parler de ce qu'on avait dans les années 90-2000 qu'on aimait beaucoup, qui étaient les sagas. Est-ce que vous allez poursuivre dans cette veine? Est-ce que vous pouvez faire plus réaliste que ça? C'est exactement le problème de cette campagne, c'est comment faire plus binormal. Donc là, on se voit l'année prochaine. Clément, je me tourne vers toi. En quelques années, Buzzman, pour moi, c'était l'agence du digital. Aujourd'hui, vous êtes l'agence du out of home. Il suffit de regarder les palmarès créatifs. Il y a La Vie, il y a Burger King, bien évidemment. Il y a Boursorama, Boursobank. Il y a Krispy Kreme, dont vous avez fait le lancement. Il y a monmarché.fr. Alors, comment est-ce que vous êtes passé à l'agence de la communication extérieure? Alors, pour moi, il y a une filiation qui est assez directe, en somme, parce que finalement, le digital, on a pu s'amuser à une époque avec les formats, quand les plateformes se créaient et nous laissaient jouer avec les règles, ce qui s'est très vite arrêté. Donc aujourd'hui, le digital, c'est quoi? C'est des contenus audiovisuels, pas toujours si différents que ça de ceux qu'on voit en télé, avec pas la même écriture, mais c'est de l'audiovisuel. Et c'est finalement des mèmes, des posts sur les murs des réseaux sociaux, etc., qui sont une image, un texte. Donc, il y a une filiation entre ce qu'on cherche à faire. Nous, je dirais que le digital, c'est un endroit où les gens sont tellement bombardés de messages qu'il faut dire des choses particulièrement intéressantes pour que le pouce s'arrête de scroller. Donc, cette culture-là, on l'a gardée et on l'a amenée dans la rue, dans l'affichage. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on aime beaucoup l'affichage parce que c'est pas si éloigné que ça de là d'où on vient, qu'on a gardé cette culture de l'impact dedans et que l'affichage, c'est un média qui nous permet de faire ce qu'on aime, à savoir... Nous, on a une image d'agence créative, mais je pense qu'une des pattes qui fait que Buzzman est Buzzman, c'est la manière dont Buzzman positionne les marques autour de propos forts. Et puis Normal, c'est un exemple de ça. Et on sait qu'on a un bon propos quand on a un propos qui va nous permettre de faire de l'affichage. Parce que l'affichage, si on arrive à véhiculer une idée dans une image, un texte, c'est qu'a priori, l'idée, elle a quelque chose de pur, de limpide, qui fait que tout le monde va la comprendre. Donc c'est un super crash test. 2, il y a une capacité avec l'affichage à toucher une très large part de la population dans son quotidien, très vite, tout de suite, là où tous les autres médias, y compris les médias audiovisuels, commencent à se fragmenter tellement que c'est... Certes, la télé garde de la puissance, mais
je trouve qu'on arrive à faire passer des choses aux marques par l'affichage aujourd'hui qui sont hyper intéressantes. Et puis l'affichage permet une chose qu'on adore chez Buzzman et qui fait aussi qu'on a une sensibilité pour ce média, c'est qu'on peut jouer avec les gens en affichage, comme on pouvait un peu d'ailleurs jouer sur le digital, ou comme on peut encore jouer sur le digital, ce qu'on peut beaucoup moins faire, à mon sens, sur la télé. Et on le voit, il y a des mécaniques avec le DOH qui permettent de jouer, et vous l'avez vu dans les exemples que vous venez de voir ensemble, quand on voit les bons de réduction qu'on peut se faire avec des stickers sociaux, etc. Mais moi, je pense à la campagne qu'on avait faite sur Boursorama, par exemple, où pour fêter le 14e anniversaire de notre titre de banque la moins chère, on avait fait une campagne 14e année consécutive classée banque la moins chère. Et en dessous, on avait mis le logo de Boursorama, sauf qu'au lieu d'écrire Boursorama Banque, on avait écrit « Vous savez qui ». Bon, ce genre de truc où on joue un peu avec les gens, c'est des choses qui passent particulièrement bien en affichage, qu'on adore faire. Et paradoxalement, je crois que c'est dans l'historique des campagnes Banque la moins chère qu'on a faites pour Bourso, celle qui a obtenu le meilleur score d'attribution. Donc voilà. Donc, nous, on joue beaucoup avec les consommateurs, on les laisse finir le cheminement, on leur fait des blagues, etc. Et l'OOH et le DOH sont vraiment des médias qui nous permettent de faire ça de manière très naturelle et très simple. Patrice ? Ouais, je voulais compléter ce qu'a dit Clément. Tout à l'heure, il y a eu cette comparaison entre le télégramme et l'affichage. Maintenant, en 2024, la bonne comparaison, c'est entre le post et l'affichage. C'est-à-dire qu'en fait, nous, ce qu'on cherche aussi, c'est avoir la puissance d'un post, d'une punchline, en fait, dans nos campagnes, en incluant aussi la dimension de dialogue. Et c'est particulièrement utile aussi pour les marques challenger, qui ont une exposition très rapide et avec des bonnes créations, un très fort impact. D'ailleurs, très fréquemment, quand on prend en charge à l'agence des marques qui ne sont pas encore très grosses, qui n'ont pas encore des budgets gigantesques, mais qui veulent vite raconter qui elles sont, exposées dans la vie des gens, on se retrouve à utiliser l'affichage comme un outil de prédilection. Je prends l'exemple de La Vie, par exemple, qui est une marque de bacon végétal qu'on a installée pour le moment exclusivement sur ce média. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire. Clément, je crois que tu es juré au Cannes Lions cette année, alors en Creative Strategy. Il y a beaucoup de catégories à Cannes, il y en a une trentaine. Est-ce que les catégories traditionnelles et donc le outdoor, qui inclut le digital, c'est encore une catégorie reine ? Ah oui, complètement. C'est-à-dire que, en fait, comme je disais tout à l'heure, l'affichage et l'OH et le DOH sont des médias qui permettent de jouer avec les gens et d'interagir avec eux dans la rue, dans le lieu où ils sont mis, au moment où ils sont affichés, et aussi avec le mobile des gens. Ce qui permet finalement de s'amuser beaucoup plus en OH, en DOH, et d'être beaucoup plus créatif avec la multiplicité de médias qui se fait jour, qu'on ne peut le faire, par exemple, sur de la télé. Donc, quelque part, je trouve aujourd'hui qu'il se passe beaucoup plus de choses du côté des prix OH, DOH qu'il ne se passe des choses en télé. Ou en télé, bon, il y a des beaux, il y a des grands films, il se passe des choses encore, évidemment, mais c'est en direct, c'est en OH, c'est en DOH qu'on voit les campagnes qui sont les plus marquantes. Alors, soit à cause de il y a cette multimodalité, cette interactivité, qui permet de mettre en œuvre plein de nouvelles idées, et à Cannes, c'est souvent ces nouvelles idées qui sont primées. Puis il y a aussi parfois des très belles campagnes très classiques qui continuent de marquer tout le monde, parce qu'il n'y a quand même pas grand-chose d'aussi plaisant dans notre industrie qu'une très belle image avec une très grande idée et un très grand texte. C'est vrai que quand on voit, vous montriez tout à l'heure la campagne British Airways avec les gens qui regardent à travers les hublots, elle est controversée. Il y en a qui disent que c'est du trip de publicitaire, etc. C'est quand même beau, quoi. Enfin, c'est quand même, moi, j'ai envie de voir ça dans les rues de temps en temps. Et inspirant. Et au-delà de ces campagnes effectivement brillantes, quelque part traditionnelles dans l'écriture, il ne faut pas oublier que OOH, ça comprend aussi toute la partie innovation. Ouais. C'est-à-dire que toutes les opérations spéciales où on dépasse le cadre de l'affiche traditionnelle, et on en a tous, en tout cas, fait avec les Deco, les médias transport. Dès qu'on hack aussi le média avec l'accord avec la collaboration de la régie, ça devient aussi beaucoup plus événementiel et ça crée aussi un champ des possibles plus large. Donc ça, c'est un truc qu'on oublie et qui est souvent récompensé à Cannes. C'est pas juste la petite affiche, c'est aussi d'interagir avec l'environnement, avec les spectateurs, avec de la technologie ou de l'innovation ou de l'humour. Mais il faut élargir le point de vue parfois aussi pour avoir des bonnes idées, quoi. On est d'ailleurs très demandeur de ces collaborations.
c'est un appel. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Ce webinaire est désormais terminé. Merci à toutes les équipes qui ont œuvré à sa réussite. Nous vous tenons rendez-vous en octobre pour un second webinaire qui sera consacré à la performance. Alors, je ne sais pas si vous descendez sur la Côte d'Azur, mais alors passez un très bon festival. Pour ceux qui n'auraient pas cette chance, ne vous inquiétez pas, on va compter les lions et vous retrouverez les palmarès tous les matins dans CB News et dans la correspondance de la pub. Merci de nous avoir suivis. Passez tous une très bonne journée.